Eh ben, c'est parti, bonsoir à tous. On est heureux de vous accueillir à l'approche de la journée mondiale contre le cancer. C'est samedi, 4 février, voilà. Donc, c'était l'occasion pour nous de solliciter le professeur Delors pour faire un petit point sur l'avancée du vaccin personnalisé. Donc, quand je dis nous, c'est Corasso. Moi, je suis Sabrina, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sabrina Lebars. Je suis cofondatrice de l'association de patients Corasso. On a pour but de soutenir et d'informer les personnes. Alors, quand je dis les personnes, c'est les patients et aussi les aidants. Qui sont touchés par des cancers rares et des cancers plus communs de la tête et du cou. Donc, tête et cou, c'est ORL, voie aérodigestive supérieure, maxillofaciale, cervico-faciale. Donc, on a aussi d'autres missions, mais c'est vrai qu'une des missions premières, c'est l'information et le soutien, et d'où l'idée ce soir de solliciter le professeur Delors pour nous donner le plus d'informations, communiquer sur les essais en cours au sujet du vaccin personnalisé, parce qu'on sait à quel point ça représente des espoirs pour nous, patients. On connaît tous le stress des contrôles réguliers, toutes les questions que ça suscite, toutes les angoisses que ça fait monter. On sait aussi à quel point ça peut être difficile de soigner des récidives, parce que même si nos chirurgiens et nos radiothérapeutes font tout ce qu'ils peuvent, derrière, il est souvent difficile de reprendre un traitement. Donc, voilà, la demande de Corasso, le professeur Delors a accepté de faire ce point d'étape. On a souhaité sous forme d'un webinaire qui est plus accessible aux patients, vous l'avez vu, dans un contexte le plus convivial possible. Donc, merci beaucoup. Je laisse la parole au professeur Delors pour répondre à nos questions. Et je vous laisse vous présenter, professeur, et puis après, je vous pose quelques questions, celles qu'on a eues en plus grand nombre pour développer le sujet du soir sur le vaccin personnalisé. Merci Sabrina. Moi, je veux juste dire que moi-même et toutes les équipes de l'Oncopole, on est content d'avoir non seulement de bons contacts avec vous, mais aussi le soutien, et qu'on a la volonté de construire des relations durables et solides avec l'association Corasso, parce que l'immense majorité de ceux d'entre nous qui travaillent à l'Oncopole sont directement des soignants, soit des soignants et des chercheurs. Et dans tous les cas, on sait bien que les annonces de diagnostic des maladies ORL en général et tête et cou sont souvent des déflagrations, et qu'on a vraiment besoin du soutien d'associations, de gens qui connaissent, pour s'aider entre nous à mieux comprendre, parce que je pense que quand on comprend mieux, on est un peu moins fragile, mais aussi à l'avenir de continuer à structurer des bons réflexes et des bonnes organisations pour malheureusement les patients qui continueront à venir dans notre centre, et ils sont très nombreux, donc c'est dans l'intérêt de tous. Donc c'est pour ça que c'est une première fois ce webinaire, donc j'espère que techniquement on fera pas trop de sottises. J'ai Alexandre à côté de moi qui voit les messages qui passent et qui viennent de vous, et qui m'aidera à répondre à des questions que vous poseriez, ou Sabrina vous les transmettez. Donc l'idée construite avec Sabrina et à sa demande, c'est peut-être d'avoir une première demi-heure d'informations un peu structurées qui correspondent aux questions les plus fréquentes, mais aussi avoir un peu de temps après pour discuter de façon un peu plus libre avec tous grâce au webinaire. Alors c'est toujours un peu plus compliqué que d'être en face à face, en vrai, en présentiel, mais on va y arriver sans trop de difficultés, j'espère. Avec plaisir. Le présentiel, là, même en prenant le train plus tôt, ça ne marchait pas. Non, donc, oui, et c'est bien dommage, mais une autre fois, avec plaisir. Alors, professeur, on va rentrer dans le vif du sujet.
simplement, comment fonctionne le vaccin et quel est son objectif thérapeutique? Alors, donc, comme j'ai dit qu'on avait un peu de temps, je vous préviens, je suis un peu bavard de temps en temps, donc je vais justement profiter de quelques minutes pour redire deux, trois trucs un peu généraux. J'ai oublié de me présenter, donc moi je m'appelle Jean-Pierre Delors, je suis un professeur de cancérologie, j'ai la responsabilité de diriger le centre qui s'appelle Oncopole à Toulouse et je vous passe toutes mes casquettes. Mais il y en a une à laquelle je tiens, c'est que je continue à diriger une équipe INSERM qui fait de la recherche justement sur la compréhension dont le système immunitaire fonctionne pour nous protéger des cancers ou de temps en temps comprendre pourquoi il est en échec et comment on peut essayer de le réactiver pour essayer de guérir des patients. Alors, le système immunitaire et le vaccin. Je vais commencer par des choses un peu super générales. En fait, on dit le système immunitaire, mais la vérité, c'est qu'il y en a plusieurs. Et c'est là que les choses commencent à être un tout petit peu compliquées. Mais enfin, de façon très simple, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, on a hérité du passé une sorte de système immunitaire préhistorique. Si parfois on lit des articles, même de vulgarisation scientifique ou scientifique, on voit un système immunitaire inné. Inné, c'est un système immunitaire qui marche en permanence. Et en fait, tout simplement, on en a besoin pour naître et vivre sur cette planète. Comme vous savez, on a de l'ordre de quelques milliers, de centaines de milliards de cellules dans le corps, mais on vit tous les jours avec des milliers de milliards de microbes. Alors, on vit avec. Et quand un enfant sort du ventre de sa maman, s'il n'avait pas de système immunitaire, alors qu'il est en contact immédiatement avec tous les microbes de sa maman, qui sont la plupart du temps des gentils microbes, mais si on n'a pas de système immunitaire, on ne peut pas se défendre. Donc il y a un système immunitaire qui fonctionne d'emblée et tout le temps, qui nous défend essentiellement contre des microbes qui sont les bactéries, pour dire les choses de façon très simple, et quelques champignons. Et puis il y a un proverbe chinois qui dit il faut 1000 rhumes pour faire un homme. Et chacun comprend bien qu'on peut acquérir au cours de la vie, soit spontanément en rencontrant des maladies, ou contribuer à éduquer un deuxième système immunitaire qui, lui, va nous permettre d'acquérir des compétences immunitaires supplémentaires. Donc, on a deux systèmes immunitaires. Ils collaborent les deux, d'ailleurs ils échangent un certain nombre de fonctions, mais il y en a un qui est là tout le temps et un qui est capable d'apprendre. Celui qui est capable d'apprendre, pour apprendre, il faut faire quoi? Il faut apprendre et avoir de la mémoire. Parce que sinon, on oublie le lendemain, on est comme Dory dans le dessin animé, et on a appris un truc et on l'a oublié immédiatement. Donc on peut dire qu'on a appris, mais ça n'a pas d'avantage immédiat. Et ce système immunitaire qui apprend, il nous sert à nous défendre contre des virus, d'autres attaques, et aussi contre les maladies cancéreuses. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait, c'est que, par exemple, les patients qui sont suivis après une greffe d'organes et qui doivent recevoir, pour ne pas rejeter cette greffe, des traitements immunosuppresseurs, donc ils limitent leur capacité à rejeter des choses du corps, en fait, ils ont des risques très nettement supérieurs par rapport à la population normale d'avoir des cancers. Donc, je sais à qui je parle, mais je sais aussi que le système immunitaire, quand il marche bien, et plus on est en forme, plus il marche bien, nous protège tous les jours du fait que des cancers arrivent à se développer dans le corps. Et justement, quand il ne fonctionne pas bien, le risque que des cancers puissent se développer augmente. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ce système, il apprend. J'ai dit que quand il était défaillant, il y avait un risque supplémentaire. Et puis, il y a une autre particularité du système immunitaire, mais c'est comme toutes les fonctions de notre corps, il y a des moments où il est capable de s'activer, des moments où il est capable de s'endormir. Tout simplement, il y a un truc que vous savez tous, c'est que quand une mère porte un enfant, le système immunitaire de la mère ne va pas reconnaître l'enfant comme étranger à son corps. Donc, ce système immunitaire est un système qui se régule. Parfois, il va s'activer quand il faut apprendre et garder en mémoire. Et puis, parfois, il peut s'éteindre et
et permettre que ce système immunitaire ne s'active pas ou se désactive quand l'infection est en train de guérir. Le problème avec ces cochonneries de cancer, c'est que dans un grand nombre de cas, le système immunitaire va être modifié dans son fonctionnement vis-à-vis des cancers. Et donc, un certain nombre de cancers mettent en place de façon maligne, avec le jeu de mots ou l'expression que vous comprenez, en étant capable soit de passer inaperçu vis-à-vis du système immunitaire, soit après que le système immunitaire les ait reconnus et commencé à les attaquer, des systèmes de protection qui permettent aux cellules cancéreuses d'échapper à la destruction par le système immunitaire. Alors, je vais faire ma première réponse un peu longue. Comment on fait pour désactiver ce système immunitaire? Alors, il y a plein de réglages qui sont possibles et je ne vais pas entrer dans le détail. Mais comment on peut faire pour le réveiller? Alors, pour le réveiller, on peut imaginer des stratégies où on empêche le cancer de se défendre, et c'est globalement toute la place qu'a commencé à installer dans les pratiques de soins de tous les jours ce qu'on appelle les immunothérapies. Donc, en fait, on utilise des médicaments qui empêchent aux cellules cancéreuses d'activer un, deux ou plusieurs mécanismes pour se défendre du système immunitaire. Mais ça, c'est une façon, si vous voulez, d'appuyer sur le frein d'un mécanisme d'échappement. Mais ce qu'on peut imaginer aussi, c'est une stratégie d'appuyer sur l'accélérateur et de stimuler le système immunitaire. Et pour stimuler le système immunitaire, on peut lui présenter des petits morceaux de substances, je vais revenir sur ce que c'est, des petits morceaux de substances qui contribuent en situation normale à lui faire acquérir des compétences, à apprendre, comme je disais tout à l'heure. Et parmi toutes les choses qui permettent d'apprendre au système immunitaire, il y en a une qui est majeure, centrale, qui s'appelle les antigènes. Et les antigènes, vous en avez entendu parler pendant des heures et des heures à la télé, quand le Covid est arrivé. Les antigènes, c'est des morceaux, la plupart du temps de protéines, des petits bouts de protéines en fait, que certaines cellules montrent au système immunitaire qui est capable d'apprendre. Le système immunitaire les voit, les reconnaît, va faire fabriquer des cellules compétentes du système immunitaire et va faire fabriquer deux catégories de mécanismes de défense par ce système immunitaire qui apprend. En fait, dans le deuxième système immunitaire, il y a deux grandes armées différentes. Il y en a plein, mais deux grandes armées différentes. Il y a une armée qui s'appelle celle des lymphocytes B. Les lymphocytes B, ça sert surtout à se défendre contre les microbes. Contre le cancer, ce n'est pas super efficace, je simplifie beaucoup. Et surtout pour le cancer, les lymphocytes T. T, on peut retenir ce qu'ils veulent dire parce que c'est des lymphocytes tueurs. Et en fait, les lymphocytes B vont fabriquer des sortes de missiles, des anticorps qui vont détruire des cellules infectées par des microbes principalement. Et les lymphocytes T, c'est des guerriers, des sortes de ninjas du système immunitaire qui, quand ils ont appris à reconnaître un antigène, tuent toutes les cellules qui portent cet antigène, quand ils sont suffisamment efficaces. Et donc ces guerriers, on peut, de façon renforcée, leur apprendre à reconnaître quelque chose. Alors depuis des décennies, vous le savez, depuis Pasteur, alors Pasteur et surtout ses successeurs, on a appris à des millions d'êtres humains à reconnaître par avance des petits morceaux de microbes pour que leur corps s'en débarrasse rapidement s'ils rencontraient le microbe entier. Eh bien, un vaccin contre le cancer, j'imagine qu'on verra un peu plus tard pourquoi c'est un peu plus compliqué que pour les microbes, c'est présenter à notre système immunitaire des antigènes fabriqués par les cellules cancéreuses qui, à la fin, ont pour objectif de fabriquer une armée de ninjas. On parle de lymphocytes T cytotoxiques qui vont pouvoir aller attaquer les cellules cancéreuses. Et donc, avoir des stratégies de vaccination, c'est quelque chose dont le monde entier a envie de trouver. Et il y a eu beaucoup d'échecs de tentatives parce que c'était des tentatives avec des niveaux de compréhension scientifique et des capacités technologiques qui n'étaient pas encore suffisamment aboutis. Et maintenant, on commence à avoir des vaccins dont on est en train de prouver qu'ils ont une efficacité meilleure que ce qui se passait il y a 10 ans et a fortiori il y a 20 ans. Voilà. J'ai fait un peu long la première réponse, mais c'était pour pouvoir ensuite
aller plus dans le détail en fonction des questions que vous posez. Vous avez posé les fondations. On a tous bien compris qu'on avait une armée en nous, qu'on l'adaptait en fonction des marqueurs qu'il y avait sur des cellules ennemies, que ce soit les virus, les microbes ou nos propres cellules qui deviennent malignes, et que c'est cette armée qu'on va chercher à activer les lymphocytes T au travers de la vaccination. C'est très clair. Merci beaucoup. La question qui vient ensuite, c'est pourquoi ce vaccin convient en particulier au cancer ORL et aussi au cancer des ovaires? Alors, il faut que j'entre un peu plus dans les affaires mystérieuses des antigènes. Donc, on a dit que dans le corps pouvaient apparaître des antigènes. En fait, pour dire les choses de façon, là aussi, un peu simplifiée, il y a 3 catégories d'antigènes. Je simplifie, mais globalement, ça permet de comprendre. Il y a des antigènes qui vont être là parce qu'on a attrapé un microbe. Et donc, en fait, ce sont principalement les antigènes du microbe qui sont là. La deuxième catégorie, c'est des antigènes de nous, de notre corps, et qui s'appellent cachés. Ces antigènes, en fait, ils sont cachés dans les cellules normales. Et par exemple, si la cellule vieillit, et il faut que le corps s'en débarrasse, pour tout un tas de mécanismes physiologiques, en fait, globalement, nous renouveler notre corps, en fait, ces antigènes peuvent apparaître. Mais ces antigènes, ce sont des antigènes normaux, cachés la plupart du temps, mais qui apparaissent de façon normale. Et au cours de la vie, et d'ailleurs très tôt, le corps apprend à ne garder la reconnaissance que de quelques-uns de ces antigènes, parce que s'il les reconnaissait trop fort, on serait en permanence en train de se défendre contre nous-mêmes. Donc ça ne marcherait pas. D'ailleurs, il y a certaines maladies qui n'ont rien à voir avec celles que vous connaissez, mais les maladies auto-immunes, où probablement on n'a pas assez bien sélectionné ces antigènes du soi ou des antigènes cachés. Et la troisième catégorie, et c'est quasiment exclusivement un problème dans les cancers, pas tous les cancers, mais une bonne partie de cancers, c'est qu'en se transformant, à cause des mutations de l'ADN, des anomalies sur les chromosomes, de tout un tas de choses qui peuvent arriver dans la vie anormale d'une cellule cancéreuse, et on pourra revenir sur ces détails, vont arriver une troisième catégorie d'antigènes qui s'appelle les néo, comme nouveaux antigènes. Et ceux-là, ils sont spécifiques des tissus cancéreux quand les tissus cancéreux les expriment. Et ces néo-antigènes, on peut, en apprenant à les identifier, et comme vous le savez maintenant, dans un délai assez court, comme l'a démontré le Covid, aller fabriquer un vaccin qui est spécifique de ces antigènes. Alors, je ne sais pas si à ce stade, Sabrina, je dois préciser un peu, mais globalement, il faut imaginer que les antigènes, ils n'apparaissent pas comme ça d'un coup. En fait, ce qui se passe, c'est assez simple. La vie de chacune de nos cellules dépend de milliers de choses différentes, mais il y en a une qu'on commence à bien comprendre et qui est d'ailleurs une donnée que tout le monde comprend, c'est dans nos cellules, il y a des gènes qui sont présents sur de l'ADN. Cet ADN va fabriquer une sorte de transmetteur, une copie de lui-même qui s'appelle l'ARN, pour ARN messager, c'est-à-dire qu'il transmet, et notre corps, à partir de cet ARN messager, dans chacune de nos cellules, fabrique des protéines, et ce sont ces protéines qui vont faire vivre nos cellules. Dans les cancers, peuvent apparaître des mutations sur l'ADN. Et dans un certain nombre de cas, les protéines qui vont être fabriquées vont être un tout petit peu, ou beaucoup, mais en tout cas, différentes des protéines qu'aurait fabriqué l'ADN normal. Une fois que ces protéines sont fabriquées, d'ailleurs qu'elles soient normales ou anormales, notre cellule, au bout d'un moment, comme elle n'arrive plus à travailler, les digère, les coupe en plein de petits morceaux et les présente à la surface de cette cellule sous forme digérée. Ce sont dans notre jargon de chercheurs, c'est des peptides. Des peptides, ça veut dire comme des protéines, mais toutes petites, qui contiennent juste quelques briques de cet antigène. Et si ce morceau de brique, il est différent de la brique normale, alors
comme il est à la surface de la cellule, il est présenté. Et cette présentation fait que les cellules du système immunitaire peuvent aller le reconnaître. Alors ça, c'est des cellules qui s'occupent de la reconnaissance, voilà, et appeler les fameux lymphocytes pour les éduquer à reconnaître cet antigène et fabriquer, dans notre jargon, des clones de lymphocytes T qui, partout où cet antigène va être, vont aller détruire la cellule qui porte cet antigène. Encore une fois, dans la vie normale de notre vie du corps de tous les jours, on en a besoin, mais régulé. Et dans les cancers, il faudrait pouvoir augmenter la capacité de présentation des antigènes pour augmenter la probabilité qu'il y ait des lymphocytes T qui s'attaquent aux cellules qui portent ces antigènes anormaux que sont les néo-antigènes. Voilà. Et encore une fois, c'est là que les stratégies de vaccin arrivent. Mais alors, on a bien compris que nos cellules se renouvellent, qu'elles fabriquent en gros une copie de leur carte d'identité qui est l'ADN, que des fois elles font des erreurs dans le copier-coller et que du coup ça devient des cellules un peu folles qui deviennent cancéreuses et qui nous attaquent. Mais pourquoi alors on a compris que le vaccin allait aider à reconnaître les marqueurs qu'il y a sur ces cellules folles. Par contre, pourquoi le vaccin pour lequel on fait les essais en ce moment, il est dédié au cancer ORL et au cancer des ovaires en particulier. Qu'est-ce que c'est? Enfin, est-ce que ces cancers ont une expression différente de celle des autres types de cancers? Est-ce que c'est parce qu'il faut commencer par quelque chose ou... Voilà. C'est vous qui avez la réponse. Alors, c'est plein de raisonnements qui se sont additionnés, mais il y en a certains qui sont principaux. Le premier, c'est malheureusement, il y a des cancers qui n'ont pas de mutation, ou tellement peu que le système immunitaire n'arrive pas à les reconnaître, ils sont quasiment invisibles, et réveiller un système immunitaire vis-à-vis de cellules invisibles, ça ne va pas marcher. Donc cela, ça compte pas pour une... Enfin, on ne peut pas s'attaquer à ça avec une stratégie de vaccin, en tout cas pas aujourd'hui en l'état actuel des connaissances. À l'inverse, il y a des cancers pour lesquels le système immunitaire est systématiquement activé et de façon massive. Et le sujet, c'est plutôt d'éviter au cancer qu'il puisse appuyer sur la pédale du frein. Donc là, l'immunothérapie est super efficace toute seule. L'exemple le meilleur de cette situation, c'est les patients qui sont atteints de mélanome. Le mélanome, les tumeurs de la peau, elles sont la conséquence, la plupart du temps, de plein de cassures sur l'ADN qui ont été causées par les rayons du soleil. Et ces maladies sont très, très, très fortement reconnues par le système immunitaire. Et puis, il y a des formes de cancer qui sont entre les deux, où il y a beaucoup de mutations, mais vraiment donner un coup de main au système immunitaire, ça peut augmenter la probabilité que réveiller le système immunitaire marche. Et ce sont des cancers dans lesquels l'immunothérapie fonctionne un peu, ce qui permet de prouver que réveiller le système immunitaire, ce n'est pas une mauvaise idée, mais pas du tout suffisamment, et en tout cas malheureusement pas du tout dans les mêmes proportions que ce qu'on peut faire pour les patients qui ont des mélanomes. Et les deux des exemples de ça sont les cancers ORL et les cancers de l'ovaire. Si je vous me permettez si je peux prendre un peu plus de temps, je suis bavard, je l'ai annoncé, mais il y a un deuxième truc, c'est que, comment je pourrais dire, c'est pas très sympa ce que je dis, donc je prends quelques précautions. Si un patient a un cancer qui est très avancé, qui a rechuté, qui a donné beaucoup d'autres tumeurs dans son corps, des métastases et des choses comme ça, très souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il s'est produit des phénomènes qui font que le système immunitaire, il s'est tellement habitué à la présence du cancer qu'on n'arrivera pas à le réveiller. La deuxième chose, c'est que si on veut vraiment aider les gens, si on veut les guérir, c'est au moment où, juste après que les patients aient été opérés, qu'on enlevait l'immense majorité, la totalité des cellules cancéreuses, mais que s'il en restait quelques-unes, c'est le moment de booster à fond leur système immunitaire pour que leur corps s'en débarrasse et qu'ils aient plus de chances d'être guéris. Et de ce point de vue-là,
l'autre partie de la décision, c'est que les gens avec qui on travaille pour fabriquer les vaccins, ils ont accepté pour la première fois que ça soit cette stratégie qu'on suive et pas une stratégie où on allait tester chez des pauvres gens qui sont malheureusement confrontés à des maladies très avancées, que le vaccin était efficace. Et je fais une parenthèse, on a toujours l'habitude de dire en France que les gens qui font de la recherche ne sont pas écoutés par l'État ou par les instances. L'État français a accepté qu'on fasse des expériences chez des gens juste après une intervention chirurgicale et après les rayons, alors que peut-être spontanément, une partie d'entre eux était guérie, mais on a apporté suffisamment d'arguments, au moins théoriques, sur la sécurité du vaccin, parce qu'on avait déjà testé des générations antérieures de ces vaccins-là, donc ça a été accepté. Et de notre point de vue, c'est un grand progrès, au moins dans la compréhension qu'ont les autorités de tutelle de ces programmes-là. Et la deuxième chose, je le répète, c'est que donc, on a vacciné les patients après que le chirurgien et après que la radiothérapie ait été faite, en se disant, voilà, s'il faut y aller, c'est des gens qui sont déjà des cancer survivors, ils ont survécu à tout ça, et c'est le moment d'aller stimuler au max leur système immunitaire, parce que pour dire les choses, nous, on a besoin d'apprendre, il faut accumuler des connaissances scientifiques, et il n'y a que les patients qui peuvent nous les donner, et deuxièmement, et peut-être que ceux qui ont accepté de nous faire confiance et de participer à cette étude, peut-être qu'ils vont tirer leur épingle du jeu avec des chances supplémentaires. Mais aujourd'hui, je ne le sais pas. Enfin, au moment où ces patients ont accepté d'entrer à l'étude, on ne le savait pas. Donc, c'est pour ça que, pour les mêmes raisons, avec quelques différences dans lesquelles je n'entre pas volontairement, on a proposé que ce soit les patients atteints de cancer ORL et ovarien qui soient prioritairement inclus dans ce programme de recherche. C'est très clair, c'est qu'en fait, l'immunothérapie a pour l'instant des résultats assez modérés sur ces cancers-là, et que donc il y avait un intérêt à aller chercher une autre forme d'activation du système immunitaire pour aller en complément de la radiothérapie qui elle-même déjà a pour objectif de nettoyer, vous me dites si je me trompe, professeur, mais a pour objectif de nettoyer ce qui peut rester après la chirurgie, mais comme on le sait plus ou moins, qu'il n'est pas toujours aussi efficace qu'on le voudrait et qui peut aussi avoir des séquelles. Oui, c'est exactement ça. Bon, super. Alors, rentrer dans les détails, et à Corasso, vous êtes des experts. Quand on fait des rayons, on empêche un petit peu le système immunitaire d'agir localement, le temps des rayons au moins. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'éduquer ailleurs dans le corps, et le vaccin, de ce point de vue-là, est une excellente stratégie, des globules qui pourront aussi aller, même à l'endroit où il y avait les rayons, pour aller faire ce que le système immunitaire n'aurait pas suffisamment fait auparavant. Donc, c'est vraiment complémentaire. Merci, c'est très clair. Alors là, je pense qu'on est des as de l'immunologie. C'est calé là. Et du coup, si on en revient à l'essai, vous en êtes où? Est-ce qu'il y a des premiers résultats? Est-ce qu'il y a encore des patients à inclure? Comment ça avance? J'ai ma caméra qui me floute, mais normalement elle devrait revenir à des dispositions plus normales. Peu importe, l'important c'est que vous m'entendiez précisément. Si je suis flou, c'est pas grave. Flou Quand c'est flou, ça va. Tant que c'est précis dans le propos ou flou dans l'image, c'est pas grave. Non, plus sérieusement, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est une autre particularité des cancers ORL et des cancers ovariens, c'est que même si ces cancers peuvent se ressembler d'un patient à l'autre quand on les regarde sous le microscope, et vous savez comme moi qu'il y a plein de catégories différentes, mais voilà, y compris des maladies rares, pour autant, quand on regarde le répertoire génétique d'un patient à l'autre, il est extrêmement différent. Donc avoir l'idée qu'on ferait un vaccin qui contribuerait à renforcer le système immunitaire de tous les patients de la même façon, dans cette maladie-là, ça va pas fonctionner suffisamment. Et la technologie moderne nous permet, pour chaque patient, et pour l'instant ça a été fait pour quelques dizaines de personnes, donc c'est pas encore pour des milliers, hein, il y aura beaucoup d'adaptations à faire, mais pour chacun de connaître tout l'ADN, des milliards de paires de bases, des milliards d'informations génétiques, leur ARN, de vérifier que l'ARN fait les mêmes erreurs que l'ADN, sélectionner les quelques milliers d'anomalies
en utilisant l'intelligence artificielle, parce il faut faire des calculs sur des milliards, ce qu'un cerveau humain n'arrive pas à faire, pour faire une première sélection de quels sont les meilleurs candidats d'anomalies génétiques qui fabriquent des antigènes. Ensuite, avec des compétences scientifiques, dire, ben voilà, sur la liste de quelques centaines qui me restent, voilà les meilleurs probablement, mais il y a un peu de pari là, et aller faire un vaccin avec entre 20 et 40 antigènes codés par de l'ARN messager et vacciner chaque patient avec un médicament différent de l'autre patient. Alors ça aussi, c'est faire accepter ça en disant voilà, on va donner un médicament différent à tout le monde et à la fin, on va faire les résultats pour tout le monde. Il fallait aussi que les autorités le comprennent et par chance, elles l'ont compris. Et ce qu'on fait, et c'est là l'étape qui est en cours, pas tout à fait finie, c'est que patient par patient, pour tous ceux qui ont été vaccinés, on essaie de déterminer dans le détail comment leur système immunitaire à eux a réagi et s'il a réagi vis-à-vis de combien de néo-antigènes qu'on a proposé à son système immunitaire. Et pardon, c'est une question sur laquelle vous m'entendez parler avec enthousiasme et qui peut paraître un peu théorique, mais c'est d'une importance absolument cruciale. Parce que à chaque fois qu'on apprend, en fait, ça veut dire que le prochain vaccin qu'on va fabriquer pour un autre patient, il aura appris de celui qui aura été vacciné pour le patient précédent. Sur la capacité à sélectionner les bons antigènes. Et ça, je voudrais bien vous dire, voilà, je vous livre un médicament qui est le même pour tous et qui guérit à chaque fois, et je rêve que ça existe. Mais pour des maladies aussi compliquées génétiquement que les tumeurs de la tête et du cou, notre intime conviction, c'est que on ne pourra pas y arriver si on n'accepte pas des programmes très compliqués dans lesquels chaque patient reçoit un vaccin différent de l'autre patient en fonction de ce que génétiquement sa tumeur a commis comme bêtise. Alors, ce qu'on est en train de vérifier chez les patients, et c'est pour ça que je disais que je dirigeais une équipe INSERM avec une collègue qui est brillantissime, qui s'appelle Maha Ayoub et qui est une experte mondiale des antigènes contre le cancer. Et ce qu'on fait, c'est patient par patient, avec des techniques un peu compliquées, c'est d'aller vérifier combien de fameux clones de ces ninjas lymphocytes T ont été réveillés et vis-à-vis de quel antigène pour chaque patient. Et bon, vous imaginez que voilà, il faut entrer cellule par cellule et c'est un peu long. Et les résultats de ces manœuvres-là devraient arriver, je l'espère, d'ici le printemps. Ce que vous comprenez aussi intuitivement, c'est que quand on dit vaccin, on dit deux choses en fait. On dit la capacité qu'a ce vaccin-médicament à réveiller le système immunitaire. Et de l'autre côté, ce qu'on comprend, c'est protection. Parce que quand on réfléchit, nous, en matière de vaccin, enfin nous tous, un vaccin, c'est quelque chose qui m'immunise et me protège. Et en matière de microbes, la plupart du temps, quand on est immunisé, on est protégé. C'est statistique, il peut toujours y avoir quelqu'un de vacciné qui attrape le Covid. Mais ce qu'on sait, c'est que le vaccin l'a protégé contre la forme grave de la maladie. En matière de cancérologie, ça ne sera pas des demi-mesures. C'est immuniser et protéger complètement, parce que ça ne peut pas être protégé un peu, c'est protéger complètement. Et la seule façon de démontrer ça, c'est trouver l'immunisation, on est à cette étape-là, et de laisser passer un peu de temps pour prouver la protection. C'est-à-dire que les patients qui ont été vaccinés, ils ne rechutent pas. Et Sabrina, vous l'avez bien dit au début, on sait bien que d'aller faire tout le temps des scanners pour vérifier que tout va bien, ça pèse. Mais c'est que pour les docteurs, même au XXIe siècle, c'est juste impossible d'être certain de la guérison tant qu'un certain temps ne s'est pas écoulé pour qu'on soit certain que les gens sont sortis d'affaire. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans cette phase de tension où voilà, on voudrait avoir les résultats tout de suite et dire c'est la bonne idée et que je suis désolé, il faut attendre encore un peu. Voilà. Et je peux pas, on peut pas faire. C'est très honnête de votre part de nous partager toute la complexité de l'essai. Le terme patient
prend une fois de plus tout son sens. On sait à quel point il faut laisser la science faire son œuvre. Et voilà, c'est même si pour les patients c'est difficile parce que voilà, il y a un enjeu et collectif et individuel parce que tous autant qu'on est touché, fatalement on s'inquiète pour nous, mais aussi pour les autres patients qui sont nouvellement diagnostiqués et on sait que dès que ce sera accessible, ça permettra à d'autres d'éviter ce que nous on a vécu. Ne serait-ce que les fameuses angoisses. Et attends, et les patients qui nous font confiance, ils ont accepté le principe de cette fameuse randomisation dont vous avez dû entendre parler et du tirage au sort. Et voilà, c'est-à-dire qu'ils ont accepté et ça c'est assez simple pour les patients de nous donner la tumeur pour qu'on fasse toutes ces recherches et tout ça, en acceptant que l'éventualité que si le vaccin pouvait être fabriqué, on leur donnerait ou pas. Parce que pour ceux des patients qui n'ont pas reçu le vaccin, s'ils rechutent, et si le vaccin a pu être fabriqué, ils l'auront au moment de la rechute. Et cette fois-ci, on l'utilisera d'emblée en utilisant à la fois le vaccin, c'est-à-dire l'accélérateur, et le frein, c'est-à-dire une immunothérapie avec un anticorps anti-PD1. Voilà. Mais ça, c'est le point fort de votre étude. Oui, c'est le point fort. Même si l'étude est randomisée parce qu'elle doit faire ses preuves, il y a une porte de sortie pour ceux qui ne bénéficient pas du vaccin et qui, malgré tout… Oui, je comprends. Ce n'est pas dans toutes les études, donc c'est à souligner quand même parce que c'est… mais… moi, ça fait comme ma barbe grise le dit, ça fait quelques années que je travaille à faire de la recherche clinique principalement, donc avec les patients. On sait bien tous, j'imagine la plupart des gens connectés aussi, ou imaginent que cette notion de ne pas décider de comment, voilà, c'est toujours des moments un peu critiques et il faut avoir confiance dans les équipes avec lesquelles dans lesquels on est pris en charge, voilà. Donc, moi, c'est souvent un peu à l'américaine, on remercie les patients, les familles, il faut le marquer, voilà. Non, mais là, vraiment, je veux dire, c'est des gens qui nous donnent beaucoup de leur temps, en plus, parce que pour récupérer tous les globules blancs dans leur sang, pour faire ces études très profondes sur l'analyse du système immunitaire, il faut collecter beaucoup de cellules de globules blancs, donc ça prend du temps, c'est passer par l'intervention chirurgicale et les rayons, c'est plus dur. Mais quand on est justement passé par là et qu'en plus on revient à l'hôpital juste pour la recherche, ça peut être aussi, pas arriver au bon moment. Voilà. Et je vous remercie, professeur Delors. Je vous propose, on est à 19h38, je vois qu'il y a plein de questions qui défilent. Donc, si vous êtes d'accord, on peut reprendre les questions de toutes les personnes qui sont connectées. Auparavant, si vous voulez bien, je vais juste rappeler que là, on est dans le cadre d'un webinaire, d'une information assez large. On n'est pas dans le cadre d'une consultation, donc dans la formulation de vos questions, on pourra aller sur des questions précises, mais on ne pourra pas être sur une réponse personnelle. On va essayer de répondre à toutes les questions et si ce n'est pas le cas, on s'engage à garder les questions et à faire en sorte de pouvoir vous répondre le plus vite possible à la suite du webinaire. Alors Alexandre, il m'en a noté aussi. Comment on fait, Sabrina? Vous en avez? Moi, je vois les questions. Donc, si Alexandre allez-y, s'en occupe, sinon je prends la main. Non, prenez la main, Sabrina. Super. Alors, j'ai une question d'Émilie. Je reprends dans le sens inverse parce qu'il y a des questions qui se recoupent. Émilie qui nous demande si je comprends bien, cette vaccinothérapie fonctionnerait sans avoir besoin d'être conjuguée à de l'immunothérapie parce que vous intervenez tôt quand les cellules tumorales n'ont pas encore inhibé le système immunitaire. Est-ce bien cela, professeur? En fait, si les patients ont été opérés d'un cancer, c'est qu'à un moment donné, le système immunitaire s'est fait avoir. Et donc, l'idée, c'est on enlève la tumeur qui a pu s'installer
et on restimule à fond le système immunitaire pour qu'elle ne se fasse pas avoir une deuxième fois, pour dire les choses de façon très directe. Et la question, est-ce qu'à l'avenir, il faudra associer systématiquement l'immunothérapie et le vaccin? Eh bien, c'est une super bonne question à laquelle je ne peux pas apporter de réponse que je pourrais prouver aujourd'hui. Mais j'espère qu'on aura la réponse à cette question-là dans les mois qui viennent. Intuitivement, je me dis que, quitte à vouloir modifier le pilotage du véhicule, il vaut mieux avoir accès au frein et l'accélérateur. Alors, je le dis de façon imagée, mais il y a des raisons de résultats de laboratoire scientifiques qui me laissent penser que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais je ne peux pas le prouver aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a Catherine qui nous demande, du coup, donc c'est un vaccin qui est fait pour les personnes qui sont déjà malades. Alors, si vous me dites si je n'ai pas compris, de l'ordre, mais pour moi, comme c'est un vaccin personnalisé, il est fait sur la base d'un prélèvement de la tumeur. Il est fait pour chaque patient. C'est pour ça que ça prend 3 mois, je crois, pour fabriquer le vaccin à peu près. Et donc, oui, ce vaccin, il n'intervient que pour des patients qui ont développé une tumeur, qui a pu être opérée, qui ont eu le parcours classique des patients ORL, opération chirurgicale, radiothérapie. Et en plus, pour se donner le maximum de chances que ça ne récidive pas, on inocule, je ne sais pas si c'est le terme approprié, ce vaccin. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc, pour essayer de dire les choses, ça n'est pas un vaccin préventif. Personne ne sait aujourd'hui prévoir quel cancer on va avoir et donc faire un vaccin préventif, on ne sait pas le faire. C'est un vaccin thérapeutique. C'est-à-dire, c'est un vaccin qui a pour objectif de guérir quelqu'un qui a malheureusement déjà eu le cancer. Donc, c'est pour guérir de la maladie qui est la sienne et qui a été enlevée encore une fois par le chirurgien et ainsi de suite. Mais ça n'est pas un vaccin préventif. Personne ne sait faire aujourd'hui de vaccin préventif dans le domaine des cancers et des leucémies. On ne sait pas faire ça. Il ne faut pas confondre le vaccin préventif, par exemple le vaccin préventif contre le papillomavirus, qui est un vaccin contre un virus qui, par la suite, peut développer un cancer, et un vaccin thérapeutique qui va intervenir après le développement de la maladie. C'est exactement ça. Donc, le vaccin HPV qu'il faut proposer aux adolescents, garçons ou filles, c'est un vaccin qui a pour objectif de permettre au corps de tous les individus vaccinés de se débarrasser systématiquement de l'HPV. Le problème de l'HPV, c'est que, comme vous le savez très bien, il y a des gens qui ont la persistance d'HPV dans leur corps. Ils sont en bonne santé, mais alors que tous les autres s'en sont débarrassés complètement, il y a des êtres humains qui ne s'en débarrassent pas complètement. Et être vacciné contre HPV permet d'augmenter la proportion d'êtres humains et donc se protéger soi-même quand on est vacciné, de gens qui se sont totalement débarrassés d'HPV et donc qui ne feront pas de cancer lié à HPV. D'un autre côté, on a un autre programme pour ceux qui n'étaient pas vaccinés, malheureusement l'immense majorité des gens, d'essayer de faire un vaccin thérapeutique contre non pas le virus HPV, mais certaines traces que le virus HPV va laisser dans les cellules cancéreuses. Et donc, on a un gros programme de recherche aussi avec Transgène pour étudier, là on est sur une 2e génération de vaccins thérapeutiques contre HPV. Et probablement, enfin, moi je ne peux pas le dire, mais voilà, il y a un programme de recherche en cours pour aller avoir un vaccin de 3e génération dont voilà, on espère que ça serait encore plus efficace. Donc des nouveaux espoirs à venir. Ouais. Et puis, et puis on ne lâche pas l'affaire, quoi. Alors, Catherine me dit, non, il ne faut pas la lâcher, on compte sur vous. Catherine nous demande à partir de quel âge. Alors là, comme il s'agit d'un vaccin thérapeutique, on ne va pas parler d'âge, mais plutôt à partir de quel moment dans le traitement. Le vaccin dont on parle ce soir, qui est un vaccin personnalisé, c'est pas en fonction de l'âge, c'est en fonction de l'avancement du traitement. Et à quel moment est-ce qu'on le donne dans le traitement, ce vaccin?
Alors, en fait, où il y a une question ou deux questions, le vaccin contre l'HPV, c'est entre 15 et 25 ans. Enfin, voilà, il faut avant de rencontrer HPV. Alors, en plus, HPV, alors si je peux faire une toute petite parenthèse, oui, j'ai 2 minutes. Alors là, pour le coup, je ronchonne un peu vis-à-vis de l'état de ce pays. Ça m'arrive aussi. Quand les vaccins HPV sont arrivés, on les a accompagnés d'une stratégie qui est lorsque maman amène pour la première fois sa fille, donc les garçons ont oublié, sa fille chez le gynécologue, en disant c'est une maladie sexuellement transmissible et plus on a de partenaires sexuels, plus on a de risques de l'attraper. Donc globalement, ce qu'on a envoyé comme message aux mères de famille, c'est qu'il y avait un risque que leur fille soit une gourgandine et c'est pour la raison pour laquelle il fallait la vacciner. Ce qui est, vous imaginez bien, complètement contre-productif. Or, HPV, c'est bien entendu un vaccin qu'on rencontre au cours de sa vie sexuelle, mais c'est pas un vaccin, c'est pas seulement un virus sexuellement transmissible. C'est aussi un virus de contact, c'est aussi un virus du baiser, c'est aussi un virus de la vie ensemble. Et donc, c'est complètement con, pardon. C'est l'expression qui vient du cœur. J'ai oublié qu'il y avait il y avait du monde en ligne, mais c'est complètement idiot d'avoir lié la morale et la vaccination, enfin de façon indirecte, mais c'est quand même le résultat. Donc, je répète, garçon, fille, à partir de 15 ans, voilà, il faut se vacciner. 11 ans les préconisations. Oui, enfin, je veux dire adolescent le plus tôt possible, enfin voilà. Et si on a oublié d'aller chez le gynécologue à 11 ans, c'est pas grave si on le reçoit à 14 ou 15. C'est les pédiatres qui font maintenant dès 11 ans le vaccin. Donc, Très bien, dès qu'il faut, enfin, dès que c'est possible. Ensuite, le vaccin thérapeutique, c'est après l'intervention chirurgicale et les rayons pour un cancer qui a été opéré. Donc, l'âge n'a pas. Voilà, c'est malheureusement quand le cancer a été découvert. La question qui se pose, c'est il faut mieux vacciner des patients qui ont un système immunitaire compétent, qui est capable de réagir à la vaccination. Mais voilà, il peut y avoir des gens de 40 ans qui ont un système immunitaire un peu cabossé à cause de leurs habitudes de vie et des gens de 70 ans qui ont un système immunitaire qui fonctionne nickel. Et on n'a pas d'a priori. Il faut, voilà, tous les patients qui étaient assez en forme après l'intervention et les rayons, et pour lesquels on avait pu avoir un vaccin, on les a vaccinés. On n'a pas sélectionné les gens. Non, malheureusement. En tout cas, pas sur des critères d'âge, en tout cas. Alors, si je remonte un peu, donc on avait une question de Bruno, est-ce qu'il y aura plusieurs types de vaccins en fonction des types de cancer? Alors déjà, il y a un vaccin par patient, mais est-ce qu'il y a des déclinaisons spécifiques pour chaque cancer, par exemple? Est-ce qu'on a, voilà, si on reprend la question, est-ce qu'on a fondamentalement une différence entre le vaccin contre les cancers ORL, le vaccin thérapeutique, je parle, et le vaccin thérapeutique contre les cancers de l'ovaire? Est-ce que ce sont des vaccins qui ont déjà des grosses différences, ou alors ils sont tout simplement tous les deux sur la même base et adaptés aux patients qui le reçoivent? Oui, sur la même base, mais adaptés à chacun. Après, pour une association de gens qui s'occupent de tumeurs ORL, ce que vous comprenez, c'est que ce soir, on parle surtout des carcinomes épidermoïdes. Parce que c'est ça, la vérité, c'est que c'est carcinomes épidermoïdes qui sont les cancers les plus fréquents. Et dans le carcinome épidermoïde, il y a 2 catégories de carcinomes épidermoïdes. Ceux dont on pense qui sont induits par HPV, qui sont souvent à l'oropharynx, qui sont ceux des stars ou des gens célèbres qui ont fait leur comment on appelle ça, leur coming out récemment, voilà. Et il y a ceux qui sont pas liés à HPV, le tabac, l'alcool peuvent contribuer, et qui sont en fait 2 catégories qui, même si elles se ressemblent sous le microscope, sont assez différentes dans la façon dont elles sont arrivées. Un lié au virus, l'autre lié à l'alcool et au tabac. Et ensuite, en ORL, comme vous savez bien, il y a ces maladies rares avec des histologies et des formes d'anomalies moléculaires très différentes. Et là, il y a plein de situations différentes.
qui sont toutes, quand on les prend une par une, des situations de maladies rares ou orphelines. C'est pas du tout la même chose que d'avoir un carcinome adénoïde kystique qu'une tumeur canalaire de parotide. En fait, c'est deux maladies, un adénocarcinome canalaire de parotide. Je prends juste cet exemple. Parce que malheureusement, les adénocarcinomes, les carcinomes adénoïdes kystiques sont des maladies à très, 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 très faible nombre de mutations génétiques. Et donc, est-ce que le vaccin sera un espoir pour ce sous-type-là dans les années qui viennent? Aujourd'hui, je ne sais pas. Il faudra arriver à bien sélectionner les fameux antigènes pour voir s'il y a un créneau là. Et aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question. Et dans d'autres maladies, comme les canalaires, oui, ceux-là, ils sont beaucoup plus il y a beaucoup plus d'anomalies. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup plus, par exemple, à des cancers qui, on a l'impression, n'ont rien à voir, mais qui sont les cancers du sein. Se ressemblent plus en termes de biologie moléculaire, de biologie derrière. Et là, oui, des stratégies de vaccination auront lieu un jour. Aujourd'hui, les programmes n'existent pas, hein, je dois être honnête. Mais parce que la preuve du concept qu'on peut vacciner avec un vaccin individualisé, c'est là, c'est maintenant. Et si on rate, pardon, il faut le dire, si on rate, ça va un peu bloquer les projets de recherche dans le futur. S'il y a un super bon signal initial, au contraire, ça va débloquer beaucoup de programmes de recherche pour plein d'autres formes de cancer. C'est ça, un bon espoir. Ouais, voilà. Il y a ça quand même derrière. Hein. C'est toujours un espoir, mais un espoir, c'est un espoir. C'est pas encore une preuve. Oui, mais ça fait vivre, il paraît. Hein? Ça fait vivre selon l'adage très populaire. J'ai une autre question. Je suis désolée, je saute du coq à l'âne, mais je voudrais essayer de parcourir, d'honorer tous ceux qui nous ont posé des questions. Cette recherche donc sur le vaccin thérapeutique, est-ce qu'elle est internationale ou est-ce qu'elle est uniquement française? Ils sont. Alors, Transgène avait travaillé avec, 4 établissements. La Mayo Clinic, qui est le plus grand centre hospitalier nord-américain, un centre à Liverpool, mais qui n'a pas inclus beaucoup de patients, et 2 centres en France, l'Institut Curie, célèbre, et l'Oncopole de Toulouse. Et comme on a une équipe en ORL qui est très, très active et très enthousiaste d'organiser cette étude, pour l'ORL, l'immense majorité des patients qui ont participé étaient à Toulouse par rapport à la Mayo Clinic et aux Anglais. Ouais. J'ai une question très précise d'Antoine qui nous demande, concernant le vaccin thérapeutique personnalisé, donc bien celui dont on parle ce soir, vous parliez d'identifier les antigènes les plus probables responsables du cancer. Entre une vingtaine et une quarantaine, vous avez dit, peut-on évaluer la probabilité et comment être sûr de ne pas avoir raté les bons antigènes? C'est une excellente question. Alors, le problème pour moi, c'est d'y répondre sans entrer dans des élucubrations incompréhensibles. Je vais essayer d'y répondre de la façon la plus simple possible, qui va être de vous redire ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'en fait, si on fait que des raisonnements théoriques, on peut passer à côté de la sélection d'antigènes. Mais si on fait, si on apprend avec les patients, qui nous donnent en quelque sorte leur système immunitaire, c'est juste quelques bulles blancs, mais ils nous donnent leur système immunitaire, en fait, on a des techniques au laboratoire qui permettent justement de faire fonctionner le système immunitaire au laboratoire, mais en observant antigène par antigène comment il réagit. C'est des techniques qui s'appellent de tétramère et de culture cellulaire. Je ne sais pas entrer dans le du détail, mais c'est de justement vérifier avec les cellules du système immunitaire du patient sur des registres de centaines d'antigènes différents, lesquels ont fonctionné et de les comparer à comment ils ont fonctionné vis-à-vis du vaccin. Et en fait, comme notre recherche sur les antigènes du cancer s'est construite il y a des années et des années, avant cette étude avec le vaccin, et puis d'ailleurs encore maintenant,
on propose à beaucoup de patients, soit quand ils sont opérés, soit quand ils reçoivent des traitements d'immunothérapie, de nous aider à mieux comprendre. Et donc, on a fait des collections gigantesques de fragments du système immunitaire des patients et qu'on teste vis-à-vis de collections d'antigènes qui sont de l'ordre des centaines, enfin de plusieurs centaines. Voilà. Et donc, c'est de la confrontation de ce qui se passe avec les patients versus ce qu'on sait d'un point de vue fondamental qui va permettre à l'avenir de sélectionner de mieux en mieux les antigènes qui seront retenus pour vacciner les patients. Voilà, j'y arrive. J'ai fait le plus simple possible. Si, c'est très clair. En fait, de ce que j'ai compris, pour moi, c'est qu'il y a déjà une banque de données liées à des prélèvements du système immunitaire et peut-être même des tumeurs, parce que j'ai un petit peu déconnecté, qui vous permettent de faire des croisements de probabilités pour identifier les meilleurs marqueurs. Et de probabilité et d'observation au laboratoire. C'est-à-dire qu'on a au laboratoire, justement, ce dont Ma est une experte mondiale, c'est justement d'aller repérer dans les milliards de cellules du système immunitaire celles qui reconnaissent de façon spécifique tel antigène. Et de prouver, à la fois par ce qu'on appelle un test fonctionnel, c'est-à-dire prouver qu'ils se défendent contre cet antigène, et de l'autre, aller faire alors c'est une technologie qui s'appelle du single cell, de la cellule isolée, d'aller prendre un lymphocyte, de regarder tout son répertoire génétique et de voir si génétiquement il a été modifié pour reconnaître l'antigène. Je simplifie, mais voilà, ça s'appelle des banques de données individuelles sur single cell de séquençage du TCR, c'est le récepteur qui va reconnaître l'antigène. Ça s'appelle des vieilles notions de biologie. Alors, je vois qu'il est bientôt l'heure. Je vous propose une dernière question qui est celle de Philippe. Est-ce que le fait d'avoir subi une chirurgie est obligatoire pour rentrer dans l'essai, ou est-ce qu'une chimio et une radiothérapie suffisent à ouvrir l'accès ? Cette étude clinique a recruté les patients. Donc, pardon, je ne peux pas dire qu'on va proposer à des gens qui seraient connectés et qui se renseigneraient pour eux-mêmes qu'on va pouvoir les inclure demain, puisque c'est à la fois, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tous les patients qui devaient être recrutés pour apporter un premier signal de preuve l'ont été dans cette étude. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait vacciner des gens qui n'ont pas eu d'intervention chirurgicale? Je ne sais pas répondre à cette question. Mon intime conviction, c'est qu'il vaut mieux vacciner à un moment où le système immunitaire est compétent et où le premier cancer a été enlevé. Alors, il peut avoir été enlevé par une intervention chirurgicale ou par l'utilisation de la chimio, puis des rayons. Ça ne pose pas de problème. Ou par une combinaison de plusieurs trucs qu'il aurait fallu combiner parce que c'était nécessaire. Ça ne pose pas de problème. Mais je pense qu'on a plus de chances de réveiller le système immunitaire quand la partie visible du cancer a été enlevée. Et de toute façon, vous devez forcément avoir accès à la tumeur pour une biopsie. Oui, mais on peut imaginer qu'à l'avenir, avec toutes les technologies qui vont se développer, ce pour lequel on a besoin aujourd'hui d'une quantité de tumeurs suffisante pour pouvoir extraire l'ADN et tout ça, va se simplifier. Et qu'une biopsie, à condition qu'elle est fraîche et qu'elle est congelée, pas gardée en paraffine, qu'elle est congelée, qu'elle permet donc de bien étudier non seulement l'ADN, mais l'ARN messager aussi, on peut imaginer qu'une biopsie serait suffisante. Et aujourd'hui, pour le programme de recherche, on a eu accès à la totalité de la tumeur, qui a permis aux anatomopathologistes de faire leur travail, et une partie a été gardée pour la recherche, pour avoir suffisamment, pardon, c'est moche à dire, mais ça s'appelle de matériel, pour être sûr qu'on allait réussir ces séquençages en biologie moléculaire à très haut débit. Voilà. Merci, une fois de plus, c'est très clair. Je vous propose, il est 19h59, donc on vous a fait beaucoup parler, on vous a posé beaucoup de questions. Il n'en reste pas beaucoup, je pense, et comme on vous a dit, sur le site de coraso.org, on reviendra très prochainement, le plus vite possible,
sur ce webinaire avec le lien. On remercie le professeur Delors, on remercie les équipes de l'Oncopole qui sont dans l'ombre, mais oui, je pense à toi, Alexandre, Hugo, qui nous ont aidés à préparer et qui œuvrent encore. Et on a une dernière question pour vous, c'est que est-ce que ça vous a plu? Et si on devait recommencer, quel sujet vous aimeriez que l'on aborde tous ensemble? Voilà. Je laisse le micro, professeur Delors. Alors, oui, vous avez vu, enfin voilà, j'aime bien expliquer et surtout discuter avec des gens qui sont comme vous, curieux, ouverts, qui veulent comprendre plus, parce que l'objectif c'est pour soi-même, mais aussi que ça pourra être transmis vers les autres, et ça c'est d'une importance majeure. Et comme vous pouvez imaginer, dans le métier que je fais, à chaque fois qu'on a un peu moins peur, moi je trouve qu'on gagne aussi. Alors les docteurs adorent montrer des résultats de statistiques, mais il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à montrer. C'est justement en travaillant avec les associations de patients et ceux qui connaissent la maladie qu'on peut faire reculer aussi un autre phénomène, c'est la peur, l'inquiétude, l'isolement, l'absence d'information, qui ont des effets au moins aussi terribles que les interventions chirurgicales et la radiothérapie. Pas de même nature, mais voilà. Donc ça, je pense que je suis dans ce que je dois faire quand je fais ça, et j'ai un plaisir particulier à le faire avec vous ce soir. La deuxième partie de la réponse, c'est quel prochain sujet? Eh bien, je ne suis pas tout seul ici. J'ai plein de collègues super sympas qui s'occupent soit de recherche, soit de traitements médicaux. J'ai une équipe chirurgicale qui a juste un enthousiasme absolument débordant. Agnès, que vous connaissez, qui fait des premières mondiales de reconstruction chirurgicale dont on parle dans les journaux, qui a un talent fou, les médecins qui font de la radiothérapie, qui peuvent expliquer plein de choses de leur métier. Ils le feront avec la même simplicité, le même enthousiasme que moi. Et donc, je pense que voilà, c'est une proposition que je vous ai faite, je peux répéter ici très volontiers, c'est justement prendre plutôt vos questions et construire ensemble régulièrement au cours de l'année des points sur lesquels ça peut être utile qu'on partage des informations. Alors, il peut y avoir des choses quotidiennes, des choses aussi du domaine bien sûr du parcours de soins, mais ça peut être aussi des questions sur le parcours de santé. Puis ça peut être aussi des moments où c'est vous qui nous dites le parcours de vie et là où il faut faire mieux. Voilà, mais je prendrai, enfin voilà, il y a qu'à. Voilà, on y va. Amis corassiens et corassiennes, défi de poser les questions et de déterminer les prochains sujets avec nous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, merci à tous. Bonsoir. À très bientôt.